Alexis. Pop, you ain't beating the Jinx allegation, man. Non, et Chris, non. I never beat the Jinx allegation. Jamais. Le sport pris au sérieux par des animateurs autant tout aussi dérisoires. Avec Emilio Constanza. I'm a fun guy. Félix Forget. As there's a drive in a deep left field by Castellanos, it will be a home run. Et Pierre-Olivier Poulain. This man was a bona fide scrub. He can't play. La triple menace. La triple menace, épisode 11, épisode du 6 novembre 2023. Merci encore d'être avec nous cette semaine pour jaser de sport et de tout ce qui touche un peu le côté drôle et absurde de l'Internet avec vous. À ma compagnie, comme à toutes les semaines, je suis entouré d'un trio, de deux partenaires de trio vraiment de qualité A. Premièrement, Emilio Costanza, le premier ministre en chef du El Salvador, et Félix Forget qui rassemble toutes ses énergies cette semaine après avoir vécu une semaine, mais ma foi, terrible. Comment tu te sens, Félix, cette semaine, maintenant que les Diamondbacks sont éliminés puis tes Titans ont perdu contre les Steelers back-to-back 2 soirs de suite? Tu sais quoi, j'essaie de me dire au moins que ma mi-session est finie, que les gros méchants examens peuvent plus me faire mal, mais mettons, sur le plan sportif, avec Canadien qui fait 1 point sur 6, les Titans qui perdent, les Rams qui perdent, les Diamondbacks qui perdent, les Yankees qui jouent plus depuis longtemps, les Timberwolves au moins. Les Timberwolves c'est peut-être le seul point positif de la semaine, mais sur le plan sportif ça a été une catastrophe pas mal sur toute la ligne. Horrible comme semaine. Puis là je vois Mio, je suis en train de voir Mio en ce moment qui rit, puis je sais ce qui s'en vient parce que je sais qu'on va commencer par parler de la game Titans Steelers, puis je sais qu'il attend juste de me rentrer dedans. Fait que Mio, je vais te laisser l'honneur de faire un petit retour sur cette game-là. Je sais que t'attends ce moment-là depuis jeudi soir à 11h du soir. En fait, Mio, j'ai mon cellulaire dans les mains, je vais ouvrir mon option horloge, puis je vais te donner 1 minute chronométrée exactement pour faire ta parade de la victoire de ce premier, la triple menace bowl entre les Steelers. Et ça part, maintenant t'as 1 minute. Les Steelers de Pittsburgh sont une excellente équipe de football. Ce qui fait en sorte que oui, ils devaient gagner, et ce qui fait en sorte que non, il n'y avait pas il y avait pas de question sur qui allait remporter ce match-là entre une équipe des Titans totalement horrible qui ont totalement foiré leur tank job, qui ont décidé quand même d'y aller de l'avant avec ce noyau-là pour essayer de rescaper quelque chose. Let it go, bruh, it's already over, they're already dead. Les Steelers de Pittsburgh ont montré, encore une fois, par leur défensive A1, en fait le talent plus sur la défensive A1, qui vont faire tout ce qu'il faut pour gagner, et TJ Watt n'a pas besoin d'un casque pour aller frapper un autre joueur. Il est allé à l'école Mason Rudolph. C'est bon. T'as fait un 50 secondes, t'as respecté dans les temps, c'est très bien, Mio. Félicitations d'avoir gagné ce premier triple menace bowl. Je lance l'invitation en passant, on en avait jasé à un moment donné. Je pense qu'on devrait faire ce genre d'affaires-là, mais en faisant des diffusions en direct, que ce soit, mettons, les Steelers qui affrontent les Titans, les Red Sox qui affrontent les Yankees à Félix, les Raptors qui affrontent les Timberwolves. C'est des affaires de même un peu que... laissez-nous savoir si ça vous tente. Envoyez donc, ça serait drôle de tout... que tout le monde vague sur l'équipe gagnante de ce côté-là. Mais je vais me faire un peu le conseiller de couple un peu de la triple menace. Les gars, on essaie d'être positif. On essaie de montrer que, tu sais, malgré tout ça, on peut être capable de montrer du positif. Là, je veux entendre chacun de vous parler d'un peu du côté bon de l'adversaire, parce que là, faut quand même rester... laissez parler vos émotions un peu, là. On est en thérapie de couple, là. Laissez-vous parler, là. Je vais y aller en premier parce que, écoute, Mio, tes Steelers ont gagné, puis je vais quand même te faire l'honneur de te donner un peu d'amour avec 3 points positifs que j'ai retenus pour les Steelers dans ce match-là. Le premier point positif que j'ai retenu, je pense que ça va sans dire que c'est la ligne défensive des Steelers. TJ Watt et Alex Highsmith. L'intérieur de la ligne offensive des Titans est intéressant, mais pour ce qui est des plaqueurs des deux côtés, c'est comment je dirais ça en mots très polis, c'est pénible, c'est horrible, c'est à se mettre les yeux dans l'acide. Et TJ Watt et Alex Highsmith l'ont bien compris. Le pauvre Andre Dillard qui s'est fait malmener tout le long du match par Alex Highsmith, et TJ Watt qui a réussi à saquer
Will Levis sans même avoir de casque. Ça a été quand même une bonne leçon d'humilité pour ces deux gars-là. Dillard qui d'ailleurs s'était fait malmener aussi par Myles Garrett pour 4 sacs plus tôt cette année. Contre ces gros chasseurs de corps-là, c'est pas nécessairement facile pour ces deux plaqueurs-là. L'autre point positif que je retiens de ce match-là, Mio, Jaylen Warren, pourquoi n'est-il pas le porteur de ballon numéro 1 des Steelers? Il est vraiment meilleur que Najee Harris. Et Najee Harris, je comprends qu'il est peut-être pas dans le même style, dans le sens où c'est plus un gars qui court en puissance, qui est plus violent, qui a d'assumer peut-être une plus grosse charge de travail, pendant que Warren vient un peu changer le rythme. Mais Warren est tellement plus explosif, tellement plus dynamique. Je comprends pas. Pourquoi il est pas numéro 1? Est-ce qu'il y a une raison? Est-ce que c'est Matt Canada? Est-ce que c'est... Je pense que le talent de Najee Harris est peut-être plus là par le fait que ce soit un choix de première ronde. Puis qu'il est allé à Alabama. Ouais, exact. Ouais. On veut comme essayer de maximiser un peu, je pense, le talent de ce côté-là, mais plus les semaines vont, plus je me pose cette question-là aussi, je vais être très honnête, là. Ouais, pis je sais pas, je l'ai vu, puis il était inarrêtable. J'ai l'impression qu'il courait pour 25 verges chaque fois qu'il touchait le ballon, puis c'était vraiment spécial. Et mon dernier point positif, un point positif que je ne peux pas dire de mes titans pour ce match-là, mais que je peux dire pour tes Steelers. Moi, on m'avait dit avant ce match-là que la ligne offensive des Steelers était très douteuse, et ça a fait en sorte que je m'attendais à ce que Jeffrey Simmons, Denico Autry, Arden Key, Harold Landry soient capables de mettre un peu de pression sur Kenny Pickett. Et en fin de compte, il y a eu un grand total de 0 sac du corps pour les Titans. Broderick Jones, qui, si je ne me trompe pas, c'était un de ses premiers départs, un de ses premiers matchs en tant que partant, a fait de l'excellent travail dans ce match. Il a été vraiment très solide, puis le reste de la ligne a été très 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 bonne aussi. Mio, je te lève mon chapeau, bravo pour cette victoire-là, qui était à lever le cœur. Vraiment, c'est jamais excitant une victoire des Steelers, mais ils ont trouvé le moyen de gagner, et ça le plus important. Et on a quand même eu le droit à un bon match dans l'ensemble, c'est le plus important, même si au final... C'est peut-être les arbitres qui ont volé le jeu pour une bonne partie du match. Beaucoup trop de pénalités. Le premier quart, c'était quoi, 7, je pense? J'avais 9, moi. Il y en avait vraiment, ça arrêtait plus. Des deux causes. Ça a commencé avec, je pense que les Steelers en ont eu 4 de suite, les Titans en ont eu 4 de suite, c'était terrible. Ça arrêtait juste plus. Ranger le sifflet à un moment donné, laisser les jouer. En plus, il a bien fallu que ce soit contre les Titans pour que les Steelers marquent sur leur premier drive offensif du match. Ouais. Il a fallu que ce soit contre les Titans. Matt Canada... Non, mais il fallait que Matt Canada vienne ses lignes de côté pour que les Steelers deviennent une équipe de première drive offensive. C'est juste ça. C'est juste ça. Ok, juste ça, mais après le premier touché, c'est leur journée off. Ouais. Mio, qu'est-ce qu'on peut t'entendre de ce côté-là après cette victoire-là? Ben écoute, de peine et de mal, j'ai eu à trouver 3 points positifs d'une équipe de bums comme les Titans du Tennessee, avec des joueurs upper-wash, tout ça. On reste positif, Mio. On reste positif. On n'a fait aucune attaque personnelle. On est dans un safe space ici. D'abord. On est dans un safe space. J'ai bien aimé la performance de Derrick Henry. Il est arrivé quelques jeux où je regardais Derrick Henry courir avec le ballon, puis je dis, les gars, what the fuck? Vous êtes 3 dessus, pognez-y les jambes, quelque chose, faites-le tomber. Grab his dick and twist it! Derrick Henry, c'est un Derrick Henry des beaux jours qui s'est pointé jeudi soir je m'en dis au Wine Stadium, là, mais Dieu sait que ça s'appelle plus de même maintenant. Non, c'est ça, Derrick Henry a été excellent. Derrick Henry des beaux jours. Derrick Henry qu'on avait besoin, en fait, du côté du Tennessee depuis la semaine 1 pour peut-être se donner une meilleure chance que d'être 3-5. Ensuite, un deuxième point que j'aurais, c'est Mr. Mayoman, Will Levis, a été bon. Il n'a pas été excellent. Il n'a pas lancé de toucher. Mais il n'a pas lancé d'interception non plus. Oui, mais en même temps, cette interception-là... Peut-être à la fin. Une à la fin. C'est ça, une à la fin. Tenter de faire quelque chose. Mais malgré qu'il avait l'air un peu stressé dans ses lancers, qu'il avait l'air parfois peut-être de surestimer peut-être la portée de son ballon ou peut-être de sous-estimer même la portée du ballon qu'il peut lancer, a quand même été super bon. A quand même lancé pour 262 verges, qui est une centaine de plus que Kenny Pickett a fait avec seulement 3 passes converties de plus. Fait qu'il était excellent. Un bon futur. Je pense que Félix, finalement, aura un bon corps arrière du côté du Tennessee. Je sais que Ryan Tannehill a été Pro Bowl malgré tout, là. Mais bon, ça c'est un autre sujet scandaleux. Puis dernier point quand même sous-estimé, je pense, mais Nick Folk, le botteur vétéran de 39 ans, ça sera pas bien long, Pop, il s'en vient là aussi, justement, là.
Mais Nick Folk, qui, à date, si je dis pas de bêtises, Félix, est toujours parfait chez les Titans en termes de beauté de conversion. Là. Yep. On en a besoin souvent. On prend toujours un peu pour acquis justement que les batteurs vont les réussir parce que c'est leur job, right? Mais c'est quand même du bon travail à faire. Puis Nick Folk fait de la bonne job en ce moment. 3 points que j'ai retenus chez les Titans. Excellent exercice, messieurs. Je suis satisfait de voir que vous êtes enfin réconciliés après avoir déversé du sel, mais du sel pendant ce jeudi soir-là. On a jasé de Matt Canada qui est sur les lignes de côté, qui semble donner des ailes aux Steelers de Pittsburgh, du moins en offensive. Est-ce que les Raiders ont bu le même Kool-Aid? Parce que Josh McDaniel, qui n'est plus là, et les Raiders qui ont l'air d'être une équipe coachée par John Madden. OK, vous me direz, c'est les Giants. OK? Daniel Jones n'est plus là. Best QB in the league. Ça, c'est sûr qu'il n'était pas là quand... C'est sûr que ça fait mal quand ça arrive. Mais est-ce que les Raiders... En tout cas... Je vois qu'on sortait les cigares après la victoire d'aujourd'hui. On est-tu rendu vraiment à une équipe qui va vraiment exploser maintenant que Josh McDaniel n'est plus là du côté de Las Vegas? Moi, j'ai jamais été un grand fan de Josh McDaniels. Je comprends pas pourquoi il a eu la job en partant. Et après la date limite des transactions, mardi, les Raiders qui allaient nulle part ont décidé de ne rien faire. Il y a même d'autres équipes qui ont rapporté, qui parlaient aux Raiders et qui n'ont pas eu de réponse. Un jour de date limite des transactions, une équipe qui répond pas, c'est assez particulier. Il y avait quelque chose de dysfonctionnel là-dedans et en plein milieu de la nuit, les Raiders ont annoncé que Josh McDaniels et le directeur général de l'équipe, Dave Ziegler, avaient tous les deux été congédiés. Donc on a essayé de procéder à un changement. On sentait qu'il y avait de la tension. Jimmy Garoppolo a été laissé sur le banc. On a mis Aiden O'Connell, la recrue, à la place. Et aujourd'hui, dans ce qui était un premier test assez facile quand même contre les Giants, l'équipe a répondu présent. L'attaque s'est finalement levée. Si je me trompe pas, à la demi, il y avait 24 points. Puis c'était déjà un sommet dans un match pour eux cette saison. On a fait ça sans trop impliquer Davante Adams, qui avait eu ses moments, mais qui était assez tranquille dans l'ensemble. Josh Jacobs a eu le droit a pu toucher au ballon à quelques reprises. Aiden O'Connell, qui, sans être spectaculaire, a fait le travail. Et la ligne défensive qui a été phénoménale contre une ligne offensive des Giants qui était des plus poreuses. Une belle victoire des Raiders et ça va faire du bien à une équipe qui, mon Dieu, en avait besoin. Après un début de saison qui avait été rien de moins que... J'ai pas envie de dire catastrophique parce qu'il y avait quand même quelques victoires, mais c'était pas facile. On sentait qu'il y avait quelque chose qui fonctionnait pas. Puis là, on a finalement senti quelque chose cliquer. Il y a moins de tension. Les gars, les gars est-ce que les Raiders ont bu le Kool-Aid du Heat, sa culture, pour enfin devenir une vraie franchise? Bro, la culture! La culture du Heat! La culture du Heat! Non, mais la culture! Tu comprends la culture du Heat! La culture des Ducks aussi! On a signé Radko Gudas puis Alex Killorn pour la culture. Charlotte Marc-André, on t'aime. Charlotte Marc-André, fan numéro 1 des Ducks au Québec. Félix, c'est intéressant parce que tu as mentionné la date limite des transactions cette semaine. Ça s'est conclu mardi aussi. Les Commanders de Washington ont enfin décidé de se ranger dans un camp vendeur ou acheteur. Et là, on se rend du côté des vendeurs après avoir commencé, je crois que c'est la saison 3 victoires, aucune défaite en plus. On pensait peut-être pas ça il y a quelques semaines. Montez Sweat et Chase Young sont échangés quasiment en même temps, le même jour, à quelques heures de la date limite des transactions. Premièrement, parler de Montez Sweat qui passe au moins des Bears de Chicago un peu et qui signe un gros contrat. C'était ça un peu le plan. On se demandait s'il allait rester à Chicago et ça aurait pu devenir un échange difficile à avaler pour les Bears. Mais finalement, on a réglé le dossier avec Sweat pour les Bears de Chicago. On a un petit peu d'argent à dépenser du côté des Bears, honnêtement. C'est comme... Tu sais, oui, c'est cool pour lui, il reçoit son contrat, mais vraiment dans l'ensemble, les gars, là, je veux dire... C'est un bon joueur. Non, c'est sûr. Parce que les Bears vont gagner plus. Oui. Non, mais moi, quand je regarde, les Bears l'année passée ont donné sensiblement le même choix pour Chase Claypool. Et là, on le donne pour Montez Sweat. J'aime beaucoup mieux la transaction de cette année. Montez Sweat qui va pas
tout changé du jour au lendemain, mais que ça reste quand même un joueur intéressant. Et pour les Commanders, tu disais justement, on décide de vendre après un gros début de saison. Faut pas oublier que le nouveau propriétaire des Commanders, c'est l'actuel propriétaire des 76ers de Philadelphie, qui a vécu le fameux process où est-ce qu'on a vendu des vétérans, qu'on a fait l'énorme reconstruction qui a duré des années. Sans dire qu'on fait nécessairement la même chose, échanger Montez Sweat, échanger Chase Young, deux joueurs qui allaient devenir joueurs autonomes, ça s'inscrit un peu dans la même lignée. Montez Sweat, on envoie ça, et pour les Bears, c'est quand même, ça va aider un peu la défensive d'aller chercher un gars comme Sweat. Et tu parlais de Chase Young aussi, Mio, je vais t'entendre là-dessus après, mais Chase Young avec San Francisco, c'est une très grosse prise. Un Chase Young en santé, c'est un sacré joueur de football. Pas toujours eu la santé malheureusement, mais aux côtés de Nick Bosa, aux côtés d'Eric Armstead, aux côtés de Javon Hargrave, ça va faire une sacrée ligne offensive du côté de San Francisco. Et pour les Commanders, ça ajoute un choix de 3e ronde. On rappelle que c'est un choix de 2e ronde qu'on a eu pour Montez Sweat. C'est 2 beaux choix repêchage qu'on ramasse pour 2 gars qu'on ne pensait peut-être pas signer. Donc j'aime ça pour tous les parties impliquées, mais honnêtement, si j'avais un vainqueur parmi ces 3 équipes-là, je pense que ce serait les 49ers, parce que Chase Young en santé, ça vaut plus qu'un choix de 3e ronde. Et Mio, j'aimerais ça t'entendre là-dessus, parce que je pense que tu loges un peu à la même auberge que moi à ce niveau-là. Je loge à la même auberge que toi, mais tu sais, je suis un fan des Steelers, la défensive, c'est mon petit dada à moi, là. Ouais. Puis de voir, justement, une équipe sur papier aussi puissante que les 49ers, c'est tough. Finalement, peut-être que les Steelers n'auront pas la meilleure défensive à la fin de la saison, right? Mais non, écoute, puis ce qui est très intéressant aussi du côté des 49ers, c'est que on dirait qu'ils sont retombés un petit peu sur terre après le début de saison flamboyant qu'ils ont eu. Beaucoup de questions par rapport à eux, par rapport à leur caractère. Leur carrière aussi. Oui, justement, du côté de l'attaque et justement à la position de carrière, on avait quelques questions quand même. Qu'est-ce qu'on peut faire pour essayer d'améliorer un peu notre situation? Essayer d'avoir un meilleur effectif, puis en même temps en allant chercher un joueur de la trempe de Chase, pas de Chase Claypool, on va dire, mais Chase Young. Exact. On s'assure au moins que si on a peut-être une défensive qui va être souvent sur le terrain, on va s'assurer qu'elle soit qu'on laisse le plus de temps possible à l'attaque, parce que on a vraiment des gros canons du côté de la défensive des 49ers. Puis c'était une défensive qui était déjà assez excellente, et maintenant je pense que il n'y a plus de limite, il n'y a plus de plafond pour où est-ce que cette équipe-là peut aller défensivement là. Maintenant c'est juste, il faut juste que l'attaque retourne un petit peu dans leurs bonnes habitudes de début de saison, mais ça fait peur du côté des 49ers, honnêtement. Ça fait peur. Les gars, je veux conclure ce bloc football en entrée de jeu du podcast en lançant des fleurs à 2 personnes, 2 carrières dans la NFL qui se sont illustrées cette semaine. Mio, fan des Steelers. J'ai un de tes chums que je veux donner des fleurs, ton ex-boy Josh Dobbs, qui arrive au Minnesota après avoir été échangé des Cards aux Vikings, justement à la date limite des transactions, n'a pratiquement pas pratiqué une fois cette semaine avec l'équipe, et qui rentre sur le terrain, qui va chercher une grosse victoire contre les Falcons d'Atlanta. En fait, j'ajouterais juste que Dobbs s'est pas entraîné du tout cette semaine. En fait, c'est pas du tout. Il s'est tellement pas entraîné avec l'équipe que pendant le match, l'entraîneur Kevin O'Connell, quand il lui relayait les jeux, pouvait pas juste lui donner le nom du jeu parce que Dobbs avait pas eu le temps de rien apprendre. Fait qu'il donnait à peu près un indice de OK, lui faut qu'il fasse tel tracé, lui faut qu'il fasse tel tracé. Fallait que les deux se l'image, que Dobbs réussisse à relayer l'information. Il a fait ça assez vite, mais oui, Mio, je t'entends un peu là-dessus, mais c'était toute une performance de Dobbs aujourd'hui. Je suis tellement content juste avant que tout ça se passe bien, parce que on a des preuves audio qui existent avec ce balado-là de moi qui est après Joshua Dobbs. Je ne peux qu'être content pour Joshua Dobbs. Je le voyais peut-être un jour être le numéro 1 chez les Steelers après Big Ben. Les Steelers avaient peut-être d'autres plans, mais Joshua Dobbs qui... Je veux dire... Il a fait 5 équipes là, en seulement quelques mois. Il a fait 5 équipes différentes là. Exact. Puis justement, lui aux Cardinals, c'était comme un des seuls points positifs que j'avais un petit peu cette saison. C'était justement Joshua Dobbs. J'avais un petit peu espoir que les Cards avaient à chercher comme 3 victoires en début de saison. Puis finalement, on échange Joshua Dobbs, parce que finalement, du côté des Vikings, on se dit, hop, il y a peut-être quelque chose ici. Puis en effet, Joshua Dobbs, qui réussit quand même 20 de ses 30 passes, a réussi à ne pas lancer une interception et 2 touchés quand même dans un match où, Félix l'a dit,
n'a pas vraiment pratiqué, n'a pas vraiment eu le temps de connaître le plan de match. Mais non, écoute, je suis aux cieux en ce moment. Une passe de toucher en plus à la dernière séquence à l'attaque, justement en toute fin de match, justement pour aller chercher une 4e victoire de suite pour les Vikings qui se retrouvent maintenant au-dessus de 500 officiellement avec un dossier de 5 victoires, 4 défaites. N'eût été peut-être si les Lions de Détroit échappent leur prochain match la semaine prochaine. Échappent leur prochain match, ben on se retrouve avec un match d'écart alors que les Vikings du Minnesota avaient commencé la saison avec une victoire et 4 défaites. Il y a quelque chose qui se trame au Minnesota. On est déjà en position de faire les séries. Peut-être que Joshua Dobbs va être un peu la solution pour justement remplacer Kirk Cousins qui, on le rappelle, manquera le reste de la saison. Et finalement, mon deuxième pomme de la semaine, CJ Stroud qui vient probablement de cimenter sa nomination pour la recrue offensive de l'année. 470 verges, 5 passes de toucher. Une recrue. Il a même pas 23 ans. C'est incroyable ce qu'il fait en ce moment avec une équipe qui n'est pas aussi équipée en termes de receveurs chez les Texans de Houston. Donc, c'est ça. Avant un peu que Félix se lance là-dessus, là, oui, tu l'as dit toi-même, 470 verges pour CJ Stroud dans un match quand même très enlevant offensivement. 30 passes réussies sur 42 verges, 5 passes de toucher quand même. Puis 3 de ses receveurs quand même ont réussi à atteindre justement le cap des 100 verges en, je dis bien, Noah Brown, Dalton Schultz et Tank Dell. Tu parlais de Stroud, Pop. Moi, il y a une stat qui m'a fasciné de lui, qui est rendu déjà à 14 passes de toucher cette saison. Kenny Pickett, en carrière, est à 13 passes de toucher. Et what the fuck? CJ Stroud est à 14. Fuck? Non mais... fuck? Non mais moi je dis ça de même. Moi je me dis... CJ Stroud a 14 passes de toucher cette saison. Kenny Pickett en a 13 en carrière. Et Kenny Pickett est là depuis une saison complète de plus. Mieux, je m'excuse. Ok, mais qui va aller dans les séries entre les deux? Aucun. C'est pas ça la question. Lequel est sur une équipe gagnante? Ben oui, mais c'est parce que c'est pas tout le monde qui c'est ça. Besoin de gagner des games, tabarnak. Mio qui vient de manger. Callis, il a failli perdre à Baker Mayfield. Mais il les a ramenés à lui tout seul en fin de match. Non mais Mio, tu sais à quel point je suis un fan des Titans. Quand CJ Stroud a complété la remontée en fin de match, qu'il restait à une quarantaine de secondes puis deux temps d'arrêt, j'ai réussi à monter le terrain puis il a lancé sa passe de toucher. J'ai pas été capable de me retenir d'être heureux. C'est un rival de division, c'est un rival direct, mais j'ai lâché un cri de satisfaction. J'étais tellement heureux. J'adore ce gars-là, j'adore la confiance, j'adore le niveau de jeu qu'il offre en ce moment. Quel joueur CJ Stroud, et ça me fait chier parce que je vais devoir l'endurer dans ma division pendant 15 ans encore, mais quel joueur. C'est comme si je devais aimer Joe Burrow, là. Puis tu sais, je dis ça, puis les Bengals gagnent en ce moment, mais il y a aucune chance que tu vas me voir être genre content que Joe Burrow gagne une game. Surtout ce soir parce qu'il pourrait finalement rattraper les Steelers au classement, là. Avant de conclure, juste une dernière stat avec vous autres. CJ Stroud, qui est devenu le 14e carrière de l'histoire à réussir un match d'au moins 470 verges et 5 passes de toucher. Le plus jeune là-dedans, dans ce groupe-là, c'est quand même le plus jeune à seulement 22 ans. En termes d'âge, il bat des gars comme Patrick Mahomes, Matthew Stafford, Norm Van Brocklin. Et je faisais la recherche justement par rapport à ça. Puis je viens j'ai comme découvert que Matt Schaub, en genre 2012, a fait genre 527 verges puis 5 passes de toucher. Oui. En 2012 contre Jacksonville. Oui, je me souviens de cette game-là. Hein? Matt Schaub, of all people. Je sais pas pourquoi je me souviens de cette game-là. Mais je me souviens très bien. Quand je me souviens de la game de 7 touchés de Matt Flynn, que j'ai parlé de cette game-là aujourd'hui. Je sais pas pourquoi je me souviens de cette game-là de Matt Schaub, mais oui, je m'en souviens très bien. Mais CJ Stroud est meilleur que Matt Schaub. Patrick Mahomes, Matthew Stafford, Norm Van Brocklin, Matt Flynn, Peyton Manning, Joe Namath, Matt Schaub, on en a parlé, Big Ben Roethlisberger, shout-out aux Steelers de Mio, Dan Marino, Tony Romo, Joe Montana, Y.A. Title et Drew Brees et maintenant CJ Stroud dans le club des 470 verges et 5 touchés. Yes. Baseball, mesdames, Merci. messieurs, baseball. Ben oui.
tu m'as comme un peu pris le dessus. J'étais comme prêt à la frapper finalement. C'était comme une curveball. Non, je t'ai retiré au deuxième. Je t'ai retiré au deuxième coussin. Non, exact. Je m'en allais me lancer. esti. Parce que moi, l'affaire, c'est que je veux tee up un peu Félix là-dessus. Là, parce que. Encore? Ben oui, ben comment j'ai terminé un petit peu l'épisode la semaine dernière, je me suis dit, est-ce qu'on va avoir un Félix un peu joyeux ou un Félix un peu mélancolique, un Félix un peu en crise? Puis genre, je suis allé me coucher cette semaine, puis je suis comme, hey, tu sais, les Diamondbacks peuvent perdre, puis asti que je peux me payer de la tête à Félix s'ils perdent. Puis, ben maudit, ils ont perdu! Non, Marcus non, Semien, non. Blue Jays Legend, est un champion de la série mondiale. Avant d'une analyse vraiment en profondeur, les gars, là. Félix, comment on se sent? Comment on se sent de cette équipe de losers, là? On se sent triste d'avoir perdu, mais on se sent vraiment heureux d'avoir vu cette équipe-là que, on rappelle, Quand même. personne n'attendait en série cette année. Pas en série mondiale. Personne n'attendait en série cette année. Cette équipe-là est arrivée en tant que en tant que dernière équipe repêchée, a battu les Brewers alors que personne ne s'attendait à aller voir battre les Brewers, a battu les Dodgers alors qu'à peu près personne ne s'attendait à aller voir battre les Dodgers, a battu les Phillies quand personne ne s'attendait à aller voir battre les Phillies et qui perdaient 3-2 dans la série avant de retourner à Philadelphie pour les 2 derniers matchs et qui ont réussi quand même à se rendre en série mondiale et à livrer une bonne opposition quand même surtout dans les 2 premiers matchs. Ça a été plus compliqué après. Les Diamondbacks ont livré un vaillant effort et je pense que dans l'ensemble, cette saison-là est bien plus qu'un succès. Ça s'est pas terminé en série mondiale comme on l'aurait probablement espéré en Arizona, mais je pense que les gars des Diamondbacks peuvent se taper sur l'épaule, peuvent être tellement fiers de tout ce qu'ils ont fait, parce que c'est un jeune noyau qui va juste s'améliorer avec les années. Corbin Carroll s'en va nulle part, Gabriel Moreno s'en va nulle part, Zach Gallen est quand même jeune, Brandon Pfaadt est là pour rester, tous ces jeunes-là sont là pour rester, et les Diamondbacks vont être une puissance dans la MLB pour plusieurs années. Ben oui, puis Gabriel Moreno qui a fait un petit peu qui a fait un peu les nouvelles aujourd'hui justement, Félix. Oui, Gabriel Moreno qui a gagné un gant doré dans la MLB, tout comme son coéquipier en Arizona, Christian Walker, qui a connu une série mondiale à oublier, mais ça c'est une autre, en fait des séries au complet à oublier, mais ça c'est une autre histoire. Gabriel Moreno qui continue de prouver aux Jays que peut-être que l'échanger c'était pas une excellente idée. Quel joueur de baseball Gabriel Moreno a été l'une des révélations de cette course aux séries-là des Diamondbacks, frappait au cœur de l'alignement, même en tant que receveur. Pas recru, mais encore très très jeune dans ses premiers moments dans les majeurs. Quel début de carrière, quelle saison pour Gabriel Moreno. Et encore une fois, petit message aux Jays qui continuent d'affirmer ouvertement qu'il est trop tôt pour juger cette transaction-là. Gabriel Moreno fera pas bien vieillir cette transaction-là. C'est Dalton Varsho est mieux de se lever de bonne heure pour accoter la production que Gabriel Moreno va offrir à cette équipe-là pour les 10-15 prochaines années. Jamais. Mais juste pour revenir, Félix, tu parles des gants dorés dans la nationale. C'est-tu aussi qui a gagné aussi dans les gants dorés dans la nationale? Dansby Swanson des Cubs de Chicago qui remporte le... Je déteste Dansby Swanson. Pourquoi d'ailleurs? Il n'y a aucune raison pourquoi Dansby... J'ai aucune raison. Sa face me revient pas. Je le vois, je l'aime pas. C'est aussi simple que ça. Pour la même raison que j'aime Stuart Skinner parce qu'il a une moustache puis j'ai confiance en lui. Dansby Swanson, sa face me revient pas, je l'aime pas. Puis après ça, Félix, il me demande pourquoi j'aille Rudy Gobert. Mais Rudy Gobert... J'ai des bonnes raisons pour détester Rudy Gobert, là. Rudy Gobert est un bon joueur de basketball. Rudy Gobert a gagné des joueurs défensifs de l'année et Dansby Swanson, à part un gant doré que... Bon. Un gant doré n'est même pas proche d'avoir la case de trophée de Rudy Gobert, malheureusement. Je fais juste lancer quand même un petit shout-out à Key Brian Hayes des Pirates de Pittsburgh qui a enfin brisé la séquence d'invincibilité de Nolan Arenado en gagnant le gant doré au 3e but. Il faisait quoi, 10 ans de suite qu'Arenado gagnait? 10 ou 11, ouais, je sais pas. 10 ou 11, me semble que c'est 10. Fait que c'est juste pour montrer à quel point la saison des Cars de l'Arizona, les Cars de Saint-Louis a été vraiment mauvaise du début à la fin. Quand même, c'est rendu que Nolan Arenado ne gagne pas un gant d'or. C'est fait juste montrer à quel point ça va pas bien. Maintenant, j'ai une petite question pour Félix là, dans tout ça. Là. Parce que là, tes Diamondbacks sont perdus. Puis là, t'as les Yankees là-dedans. Là. Ouais. Est-ce que tu t'embarques sur le marché des agents libres? Là? Non.
Je reste un fan des Yankees qui a les Diamondbacks comme équipe de nationale. Je m'excuse, je reviens à mes origines de fan des Yankees. Mais tant et aussi longtemps que ce noyau-là va être en Arizona, je vais prendre pour cette équipe-là. Et pendant mes soirs d'été, je vais me coucher tard pour regarder les Diamondbacks jouer de la balle. Si je comprends bien, t'étais un ajout de date limite des transactions pour les Diamondbacks. Mais qui est pas juste un joueur de location. Qui reste, tente le marché, puis qui peut signer à tout moment. Ok, t'es genre Dwayne Wade quand il était encore au Cavaliers. Je regardais Exactement. de Miami, là. C'est ça. Moi, je suis comme un peu... Non, mais je suis comme un peu Thanasis Antetokounmpo. Genre, je suis là physiquement pour une équipe. Mais non. Mais je reste juste un peu pour aider, tu vois. Non, tu peux pas roaster Thanasis Antetokounmpo. Non, mais respect à lui, meilleur gars de vestiaire de la ligue. Mais... Comment? Objectivement, peut-être le pire joueur de la NBA. En tout respect, c'est peut-être le pire joueur de la NBA. Il y a Killian Hayes qui existe quand même, là. Mais Thanasis, c'est pas bon. Mais on divague, on divague, on va reparler de basketball plus tard. Mais pour revenir aux Diamondbacks, je vais toujours porter cette équipe-là dans mon cœur. Et ça reste ma deuxième équipe. Mais Aaron Judge existe, Garrett Cole existe. Je vais garder les Yankees comme mon équipe de cœur. Jusqu'à temps que Corbin Carroll et Gabriel Moreno viennent jouer pour les Red Sox de Boston dans 6 ans. Oh, lance même pas ça dans l'univers. On l'aurait entendu. I just did. Avec Shohei Ohtani, by the way. Shohei Ohtani avec les Red Sox confirmed. Ça s'en vient. Ça peut s'en venir très rapidement, ça là. Ouais, il peut signer. En fait, théoriquement, je pense qu'il peut signer à tout moment à partir de maintenant. Je pense que cette semaine, c'était plus des joueurs qui pouvaient re-signer avec son équipe pour l'instant. Mais c'est vrai que là, c'est un dossier qu'on va devoir surveiller dans les prochaines semaines. Surtout en plus que la classe d'agent libre n'est pas tant forte non plus. Mais t'as la licorne des licornes du monde sportif qui est maintenant agent libre. Donc, c'est sûr qu'on va regarder ça avec plaisir dans les prochaines semaines. Et surtout avec plaisir quand il va signer avec les Red Sox. Puis il va ramener la série mondiale au Massachusetts. Ça va être la fin. La Triple Menace édition du 6 novembre 2023, dis-je bien, partie 2. On a encore du bon sport à jaser, puis on s'en vient déjà sur notre équipe nationale, les Canadiens de Montréal, dans les mots de Biz, parce que c'est ce qu'on a eu un peu comme dernière semaine chez les Canadiens de Montréal, quelque chose d'un peu bizarre. Et parmi tout ça, je veux dire, il y a un truc qui reste normal. Josh Anderson n'a toujours pas de but, mais quelqu'un d'autre en a un par contre, et c'est Juraj Slafkovský. Finalement, le choix de premier tour, premier au total en fait, commence à rapporter des dividendes. Mesdames et messieurs, on commence à avoir de la production offensive. Félix, est-ce que tu as regardé bien le match? Est-ce que tu t'es couché des heures tard pour regarder les Canadiens perdre contre les Coyotes? Ah, mais Slav, c'était juste le match du samedi. Fait qu'au moins, c'était un peu moins pire. Ça rendait ça un petit peu plus agréable à regarder. Puis je travaillais sur DLC en même temps aussi. Mais pour revenir à Slav un peu, je pense que c'est quand Charles-Alexis était venu sur le podcast que j'expliquais que le fait qu'il soit avec Kirby Dach, c'est excellent pour son développement. Et maintenant que Kirby Dach n'est pas là, ça devenait problématique. Depuis ce temps-là, on n'a pas trouvé personne avec qui le placer pour que ça débloque. Ça devenait un peu problématique. Et le fait de le laisser avec Alex Newhook et Josh Anderson, qui était un trio des plus pathétiques et moribonds, c'était absolument terrible. Il y avait rien le trio était constamment pris dans sa zone, ne créait rien offensivement. Donc maintenant, avec le retour de Christian Dvorak et le fait que Raphaël Harvey-Pinard soit blessé, ça a permis à Martin Saint-Louis de jongler un peu avec son alignement. Et on a placé Juraj Slafkovský sur le premier trio. De toute façon, le repêchage, c'était le plan à long terme de le mettre avec ces deux gars-là. Et on lui a finalement donné une opportunité, essayer de retrouver sa confiance, lui donner un peu une opportunité, un vote de confiance aussi, justement. Et moi, ce que j'ai aimé, c'est que dès le début de la première période, dans un match qui, dans l'ensemble, tout le monde n'a pas très bien paru pour le Canadien, mais dès le début de la première période, Slav avait l'air d'un monstre, avait enfin l'air du Slav qu'on avait vu dans le premier match avec Kirby Dach. J'ai beaucoup aimé à quel point il était agressif. On l'a vu attaquer le filet, on l'a vu, il n'a pas eu peur de tirer, et ça a rapporté avec son premier but de l'année,
qui, un peu ironiquement, est arrivé en avantage numérique sur une passe d'Alex Newhook, de qui il venait d'être séparé sur les trios réguliers. Mais c'était beau de le voir être un peu plus agressif. On sentait qu'il avait reçu un peu ce vote de confiance-là, qu'il sentait un peu la confiance de son entraîneur. Et le fait de l'éloigner du trou noir qui est Josh Anderson, pas que je vais t'entendre là-dessus je vais t'entendre là-dessus après, mais ça a fait du bien à Slav qui a pu comme se concentrer et pas avoir peur, laisser un peu parler son jeu. Ça a été un beau vote de confiance pour le jeune Slovaque hier. Puis justement, tu sais, je pense pas que le mettre sur le premier trio, oui, ça peut, tu sais, je pense que ça peut être un vote de confiance sur papier, mais tu sais, je pense pas que Martin Saint-Louis avait perdu patience ou confiance à Juraj Slafkovský, fait que d'après moi, c'était pas ça l'affaire. L'affaire, c'est que je jouais avec Josh Anderson. Josh Anderson, comme tu l'as dit, c'est un trou noir, c'est quelqu'un qui drague tout le monde en bas. Pis c'est pas parce qu'ils veulent mal faire, c'est un bon joueur, c'est un bon gars, c'est un bon coéquipier. Tu sais, je suis pas mal sûr qu'à l'extérieur de la patinoire, c'est une excellente personne. Mais ce gars-là n'est pas capable de développer une chimie avec personne depuis le début de la saison. On se rappelle, qu'est-ce qu'on disait dans les 2-3 premiers matchs de la saison? Mais tu sais, Suzuki, Caulfield, ben on trouve pas personne puis on trouve qu'ils sont tranquilles. Ils jouaient avec Josh Anderson. Ce gars-là, n'est pas capable de scorer même avec une prostituée sur Sainte-Catherine pour commencer. Et 2, malgré qu'il soit une vitesse, ben c'est un peu comme on l'a vu depuis qu'il est arrivé à Montréal. C'est un bon match, 4 moyens, un mauvais, un bon, puis on retourne le cycle en même temps, puis on pouvait pas séparer Tanner Pearson, Brandon Gallagher et Sean Monahan, qui était probablement la 3e ligne la plus performante de la Ligue nationale. Donc, à un moment donné, il fallait que quelqu'un se sacrifie un peu, et peut-être Raphaël Harvey Pinard était un peu l'agneau sacrifié pour que ça arrive, mais en même temps, Josh Anderson, là où ce qui était, puis mettre Juraj Slafkovský, ben, est-ce qu'on peut avoir, on parle beaucoup de trio de vétérans, mais aussi un trio de jeunes qui peut arriver, parce que moi, j'y crois vraiment au potentiel de Juraj Slafkovský. On l'a vu dans les 3 premiers matchs quand justement il jouait avec Kirby Dach. Oui, il attaquait peut-être pas le filet, mais tu sais, on sentait qu'il crée des jeux quand même. Fait que peut-être lui donner juste une petite dose d'agressivité puis de tape dans le dos, là. Là, c'est sûr que là, c'est juste un match. Là. Il a marqué un but samedi soir, mais c'est vraiment dans les 4-5 prochains qu'on va voir si c'est vraiment quelque chose qui peut rester constant. Mais on s'en parlera pas tout de suite. Je pense pas que il va finir avec 30 buts et 70 points maintenant qu'il est lancé, mais chaque petite victoire est bon pour lui, puis ça fait du bien, là, surtout que là, tout le monde aura commencé à douter de lui là, partout dans les médias cette semaine, là, fait que let's go Juraj, let's go. Non, puis la référence à Sainte-Catherine était absolument violente, Pop, j'ai adoré ça. Mais moi, je pense aussi, tu disais, ça permet tout le monde de retrouver un peu sa chaise, le retour de Dvorak. Moi, j'aime aussi ça pour Alex Newhook, que depuis le début, je vois comme un allié. Ce gars-là est tellement rapide et il est tellement moins efficace au centre qu'il pourrait l'être, qu'il peut l'être à l'aile. Et on l'a vu hier soir. Comme je disais, ça n'a pas été un match facile pour beaucoup de monde hier, mais j'ai vraiment aimé comment on a senti un Newhook qui était plus détendu, qui était plus libre un peu d'exprimer sa vitesse et son potentiel offensif. De plus en plus, pas que j'en doutais, depuis longtemps je pense que son futur est à l'aile à Montréal, et c'est pas une mauvaise chose. Je pense que tu peux être un excellent allié sans être nécessairement un bon joueur de centre, et je pense qu'Alex Newhook rentre dans cette catégorie-là. Hier soir, ça me l'a prouvé à nouveau. On l'a vu à l'aile, on a vu un joueur qui avait l'air beaucoup plus créatif, beaucoup plus confiant avec la rondelle. J'aime beaucoup ce que ça a donné au niveau des nouvelles combinaisons de trio. On va espérer par exemple que la fatigue soit pas un facteur après un long voyage dans l'Ouest où est-ce que l'équipe n'a fait qu'un point sur une possibilité de 6. Par contre, on méritait beaucoup mieux à Vegas où est-ce qu'on a ramassé juste un point, mais qu'on a absolument dominé la meilleure équipe de la Ligue. Mais j'ai beaucoup aimé les nouvelles combinaisons. Je pense que si on laisse un peu de temps à ces combinaisons-là, qu'on laisse la chimie s'opérer, je pense qu'on peut avoir de bons résultats pour les 3 nouveaux trios formés par Martin exact, de retrouver un petit peu le chemin de la victoire. Mais parlant de chemin de la victoire, parlons donc d'une équipe qui ne l'a littéralement pas trouvé encore depuis le début de la saison. Et là, on parle là, quand même de presque... On s'approche, là, on est à 1 mois et des poussières d'activité, là, mais... Ben, on est... La semaine prochaine, ça va faire un mois que la saison a commencé. Les Sharks de San Jose, je veux dire, au rythme qu'on y va en ce moment, je pense que la statistique disait que je pense qu'on est déjà à peu près au 1/10 de la saison. Là. On s'approche déjà à ce qui serait 8 points d'ici la fin de la saison. Les Sharks de San Jose, les gars. Là. Attends, je vais aller calculer calculer ça vite, là. Ils ont joué...
11 divisé en quoi ils ont Firme joué? de calcul. Firme de calcul statistique. firme de calcul. P.O. Poulain. 1 divisé Non, mais- en non, mais- 11 multiplié par 82. On est sur un pace de 7,45 Donc points de même pas classement 8. en ce Même, moment hey, chez les j'ai Sharks de pas San honte, on Jose. s'enligne C'est même vers pas 8. 7. Non, mais Hey, t'es généreux avec tes non, huit, c'est t'es ça. généreux Non, mais avec les tes boys huit. des Sharks de San même Jose, pas huit. c'est comme poverty franchise tout court. Il y a rien qui va. Puis même, juste avant qu'on se lance là-dessus, là, quand même, petite statistique intéressante, là. La soirée qu'on enregistre l'émission, on avait dit quoi? Les Sharks de San Jose, c'est 12 buts de marqués au total cette saison-ci. Et Austin Matthews est à 11 buts à lui seul. Ce qui fait que, tranquillement, pas vite, il s'apprête à rattraper l'entièreté des Sharks de San Jose. Mais, pas de vrai, les boys, je veux dire, que dire sur les Sharks? Ben écoute, c'est pas vraiment une surprise. Là. On le voyait que les Sharks de San Jose, ça allait finir dans le bas de classement. Est-ce que ça serait aussi pire que ça? Pas du tout. Je pense que même dans les pires scénarios, on pensait pas que ça serait aussi affreux de même. Mais on savait dès le début de la saison que on était un gros client pour le Macklin Celebrini tank job pour 2024. Puis ils font à merveille. Ils font ce qu'ils font à merveille. Ça veut dire perdre de façon spectaculaire. Fait que ça risque juste d'être comme ça pour le reste de la saison. Charlotte quand même à Mike Hoffman qui pensait peut-être s'en sortir un peu en quittant Montréal. Nope. Mais finalement... Mais c'est juste drôle de voir à quel point, genre, San Jose qui viennent de donner 2 matchs de suite avec au moins 10 buts, alors que dans toute la Ligue nationale, l'an dernier, il y a juste eu un match où il s'est inscrit 10 buts dans toute la saison complète l'année passée. Et là, les Sharks en sont 2, ils viennent de le faire back-à-back dans le premier mois de la saison. Non, puis les Sharks ont compris l'expression pourri pour Celebrini. Ils ont décidé d'y être fidèles à la lettre. C'est ça le hashtag cette année? Ah, mais moi j'ai décidé que ça allait être celui-là. Pour moi, il va en avoir. Il va en avoir. Ok, je suis dans. Il va en avoir des. Il va en avoir des. D'abord, ça va être Stinky for Celebrini, quelque chose comme ça en anglais. Mais moi j'ai décidé qu'en français, ça va être pourri pour Celebrini. Mais en même temps, je veux dire, tu regardes le noyau, il y a quelques éléments intéressants. J'adore, par exemple, William Eklund, qui est un de mes espoirs préférés de la ligue. Mais tu regardes l'équipe qu'on a en ce moment, à part Thomas Chertel et le cadavre de Logan Couture. Oh, come qu'est-ce qu'on a? on! Mais Ah, on a je rien d'autre sais, à part je ces sais. deux gars-là. Timo Meyer est parti, Joe Pavelski est parti, Joe Thornton n'est plus là, Patrick Brent Maroon- Burns, c'est plus là. Brent Burns n'est plus là, Eric Carlson est parti cet été. Il n'y a plus rien, cette équipe-là a plus rien. C'était pas... Personne ne s'attendait à ce qu'il soit aussi nul, parce que c'est impossible de penser qu'une équipe va être aussi historiquement nulle. Mais c'était quand même prévisible qu'elle allait être épouvantable, non? Tu sais, tu regardes à Montréal où est-ce qu'on a des gars comme Caden Goulet, comme Jordan Harris, comme Arbor Xhekaj. Tu sais, au moins, c'est pas tout le temps beau, il y a des fois où c'est pas facile, puis il y a des fois où Mike Matheson oublie comment jouer en défense. Mais tu regardes là-bas, c'est pas qu'ils oublient comment jouer en défense, c'est qu'ils savent pas comment jouer en défense. C'est épouvantable. Marc-Édouard Vlasic, qui est le vétéran, laissé de côté tellement il est mauvais. Hey, si Marc-Édouard Vlasic est laissé de côté, ça vous donne une idée quand même de la qualité à quel point c'est mauvais. Là. C'est vraiment mauvais. Non, on risque de battre des nouveaux records de absolute poverty. Mais, à l'inverse, un de leurs adversaires contre qui ils ont fait face, les Canucks de Vancouver, qui font un retour sur la scène des équipes canadiennes à surveiller dans la Ligue nationale, les boys. Puis ça va vraiment au-delà de Elias Pettersson qui s'inclut parmi les meilleurs pointeurs dans la Ligue nationale présentement, là. Non, c'est ça. Puis Elias Pettersson, qui présentement est à égalité au premier rang des pointeurs de la Ligue nationale, c'est juste plate que celui qui partage cette première position-là, Jack Hughes, est absent pour encore peut-être quelques semaines. Donc, on risque de voir un peu le Suédois prendre les devants incessamment. Mais les Canucks de Vancouver, 8 victoires, 2 défaites, une défaite en prolongation, qui sont juste devancés par la meilleure équipe présentement dans la Ligue nationale avec les Golden Knights de Vegas. Crime, c'est encourageant parce que Vancouver, on se rappelle encore comment ça avait fini en 2011 contre Boston. Moi, je le dis encore, c'est le pire choke job en finale de la Coupe Stanley que j'ai vu. C'est impossible que les Canucks, meilleure équipe de la Ligue, échappent 2 matchs de suite pour échapper la Coupe Stanley, puis qui donne un peu de relevance aux Bruins de Boston, ce qui faisait en sorte qu'ils ont une Coupe Stanley dans les 50 dernières années. Ça, là, Puis à chaque fois, on va voir des tapes d'highlights de cette année-là des Bruins, puis à chaque fois, je veux juste voir le slap shot de Nathan Horton du cercle.
Passé à côté de Oh Carey mon Price. Dieu, quand qui avait. En Ah, prolongation. c'est vrai, c'était cette année-là qui avait éliminé le Canadien en prolongation. Ouais, match, Shit, c'est vrai, c'est cette année-là. Mais c'est juste pour dire que Vancouver, c'est le fun. On a Elias Pettersson qui, probablement, selon moi, en ce moment même, est le meilleur joueur de centre de la Ligue nationale. C'est beau Jack Hughes. Attends, wow! McDavid! Non. Cette saison, on sait ce que Connor McDavid va. C'est sûr qu'éventuellement, mais là, en ce moment, au moment où on se parle, celui qui livre la marchandise dans la position de centre dans la Ligue nationale, c'est Elias Pettersson. Jack Hughes, c'est vraiment le fun. C'était mon pick pour l'MVP. C'est en train de devenir un de mes joueurs préférés dans toute la Ligue nationale, un peu comme Patrick Kane l'a été quand j'étais adolescent. Mais une combinaison offensive de pouvoir d'avoir un excellent lancer, de pouvoir créer des chances de marquer pour ses coéquipiers, puis d'être responsable défensivement. Je pense que de manière générale, c'est sûr que Connor McDavid, offensivement, contre Elias Pettersson et Jack Hughes, c'est pas un débat qui se tient. Mais quand on prend l'ensemble du jeu, pour moi, Elias Pettersson, c'est le meilleur joueur de centre de la Ligue nationale en ce moment même. C'est clairement devant des gars comme Austin Matthews ou peut-être même Leon Draisaitl en ce moment. Fait que moi, je pense... Oui, vas-y. C'est extrêmement épicé, j'adore ça. Puis j'ai vu quelqu'un, c'est drôle que tu parles d'Elias Pettersson comme ça, parce que j'ai vu quelqu'un hier qui disait que Elias Pettersson est le meilleur joueur que les Canucks ont eu depuis les frères Sedin, et je suis totalement d'accord avec cette affirmation-là. C'est vrai. Et il y a eu un débat, et j'ai trouvé il y a eu un débat, est-ce qu'il ressemble plus à Henrik ou à Daniel? Et la réponse que j'ai le plus aimé dans ce débat-là, c'est les deux frères Sedin mis ensemble, Elias Pettersson, et c'est vrai, il y a les talents de passeur d'Henrik et il y a les talents de tireur de Daniel. J'ai adoré cette comparaison-là, c'est comme si les deux frères Sedin s'étaient combinés en un, ça a fait Elias Pettersson, et il joue au centre en plus. Quel joueur de hockey. Je sais pas si je suis prêt à dire que je le mets comme meilleur centre de la Ligue cette année, mais... En ce moment même. Est-ce que dans 2 mois, est-ce que je vais avoir la même opinion, ça reste à voir? Mais en ce moment même, au moment où on se parle, pour la saison 2023-2024, pour le peu qu'on a fait, meilleur centre de la Ligue nationale jusqu'à Mais j'aime ça. Je suis pas nécessairement... Je te rejoins pas nécessairement, mais j'aime beaucoup ton... J'aime ce que tu me dis là. Ouais. Puis ce qui est le fun aussi, c'est que tu vois un gars comme Brock Besser qui est tellement le fun à avoir à jouer quand il n'y a pas de peur d'être échangé ou quelque chose de même. On dirait que quand il n'y a pas de pouce sur ses épaules, qu'il n'y a pas de stress extérieur, de distraction, ben on voit ce qu'il est en train de faire. Ce gars-là est capable de la mettre dedans. JT Miller qui va peut-être avoir un contrat qui, jusqu'en 2030, va peut-être faire mal pour plusieurs années, mais en ce moment même, je pense que les Canucks sont en mode on gagne maintenant. Je pense que c'était un peu le message qu'on avait gagné, surtout après qu'on ait tellement passé proche de se rendre en finale de la Coupe Stanley dans la bulle en 2020. On se rappelait à quel point Thatcher Demko avait été dominant dans ces séries éliminatoires-là. Puis c'est plate à dire un peu de ce côté-là. On sait comment que ça s'est fini pour Bruce Boudreau l'année passée chez les Canucks de Vancouver. Mais Rick Tocchet fait de la sacrée belle job depuis qu'il est arrivé là. Fiche de 28 victoires, 14 défaites, 15 défaites en prolongation. Dans la manière que ça s'est fait, c'était vraiment pas recommandé, mais au bout du final, ça donne les résultats. Puis Rick Tocchet fait un excellent travail avec les Canucks de Vancouver. Puis c'est le fun de voir une équipe canadienne qui peut challenger comme ça. Oui, il y a les livres, c'est correct. En saison régulière, ça marche. Puis encore là, même cette année, avec les changements, entre guillemets, qu'ils ont fait, ben, on voit encore la même image des Maple Leafs qui sont juste bons offensivement en avantage numérique et que le reste, il n'y a pas grand-chose de différent. Ben là, on a peut-être les Canucks qui pourraient peut-être devenir... un prétendant pour peut-être une équipe canadienne qui peut faire un bon bout de chemin en série. Surtout quand on regarde que les Oilers d'Edmonton et les Flames de Calgary sont respectivement 30 et 31e dans la Ligue nationale, juste devant San Jose en ce moment. Et mon Dieu. Non, c'est ça fait vraiment un petit peu dur. Puis sinon, et parlant d'équipe canadienne toujours, là, avant qu'on passe au basketball, là, Brady Tkachuk a fait un petit peu les nouvelles cette semaine, peut-être pas pour les bonnes raisons. Commence à se mettre un petit peu toute la partisanerie à dos, là. On en pense quoi du côté de Brady Tkachuk? Est-ce que c'est juste une question de temps avant qu'il fasse ses valises puis s'en aille? Je vous remets un peu en contexte. Hier, donc samedi, les Sénateurs jouaient à domicile face au Lightning, et les Sénateurs, qui connaissent un début de saison horrible,
ont perdu 6-4 contre les Sénateurs et contre le Lightning. Les partisans à Ottawa ont vraiment pas aimé le spectacle qu'ils ont vu. Donc, ils se sont mis à huer les joueurs des Sénateurs sur leur propre glace. Et Brady Tkachuk, qui va être mon bonnet d'âne de la semaine, capitaine d'eau douce, Brady Tkachuk, qui, en entrevue avec les médias après le match, a décidé, plutôt que de dire « on sait qu'il faut qu'on soit meilleur, c'est inacceptable de livrer ça comme performance à nos partisans », non, a décidé de critiquer les partisans, a dit que c'est injustifiable en fait, j'ai la citation derrière moi, et il comprend que la base de partisans est passionnée, et il comprend qu'il aime quand c'est bon, mais il aime pas que quand l'équipe fait face à de l'adversité, on décide de se retourner contre eux en les huant un peu. Et il explique que c'est pas parce que l'équipe abandonne que les résultats sont pas là. L'équipe travaille fort, les résultats vont... Le processus va venir et les résultats vont venir. Moi, j'ai envie de dire à Brady Tkachuk, si t'as pas envie de te faire huer, donne une raison aux partisans de pas huer et de célébrer à la place. Parce qu'en ce moment, les Sénateurs font à peu près tout, sauf donner des raisons de célébrer à leurs partisans. Les 2 dernières semaines ont été absolument ridicules. Encore cette semaine, le cas d'Evgeny Dadonov, où est-ce que l'équipe a été obligée de laisser partir un choix de première ronde dans les 3 prochaines années à cause du scandale. Et ça a coûté le travail de Pierre Dorion aussi en même temps. Une autre semaine horrible pour les Sénateurs. Et même Michael Andlauer, le nouveau propriétaire, qui a critiqué un peu la Ligue en disant peut-être que la Ligue... Pas juste un peu, là, c'était... Non, pas juste un peu. Il a même dit ouvertement. Non, il a dit ouvertement peut-être que la Ligue le savait puis il voulait pas nous le dire pour avoir le meilleur prix possible pour la franchise. Je pense pas que Gary Bettman a aimé entendre ça. Honnêtement, je peux comprendre la frustration des partisans des Sénateurs. Ça a été une semaine et même des semaines et des mois très très durs pour une base de partisans qui essaye juste d'avoir une équipe bonne. Puis surtout qu'on leur a vendu du rêve avec cette équipe-là, Claude Giroux, Vladimir Tarasenko, le bon noyau de jeunes. J'ai l'impression que cette semaine-ci, c'est comme le point culminant. C'était comme la goutte qui a fait déborder le vase toute cette semaine. Là. Moi, quand j'ai entendu Andlauer parler puis critiquer ouvertement la LNH, j'ai fait ça peut pas aller pire que ça va en ce moment. Pierre Dorion vient de perdre sa job. Pierre Dorion vient de perdre sa job. Shane Pinto qui est suspendu. Shane Pinto est suspendu. On abandonne nos 3 choix de première ronde qui s'en viennent. L'équipe joue mal. Brady Tkachuk se met partisans à dos. Puis là, il faut qu'on trouve un nouveau directeur général. Ça va être Mathieu Darche. Je suis presque sûr que ça va être Mathieu Darche. Tous les signes pointent vers Mathieu Darche en ce moment. Tout le monde à Ottawa prie pour que ce soit Mathieu Darche et non Peter Chiarelli. Ouais, parce que Peter Chiarelli est l'autre nom qui circule. Mais non, à moins d'une surprise, je pense que ça va être Mathieu Darche. Et je suis pas prêt à dire ouvertement que ça va l'être. Mais je pense que les chances sont bonnes que ce soit Mathieu Darche au final. Mais ça a été, honnêtement, si vous êtes un partisan des Sénateurs qui écoute ce podcast-là, on est avec vous, on vous supporte, on sait que vous n'êtes pas responsable et je vous en supplie, même si Brady Tkachuk vous dit de ne pas huer et qu'il vous fait sentir mal de huer, huez-le le plus passionnément possible parce qu'il mérite ça en ce moment, il mérite de l'entendre et quand ils commenceront à jouer mieux, là il y aura plus de justification pour huer, mais d'ici là, huez autant que vous voulez, vous célébrerez quand ce sera le temps. Surtout qu'on parle d'une franchise qui n'a pas fait les séries depuis 2017. Là, on s'entend que c'est pas comme si en plus, on avait... Où est-ce qu'on finit en 2017? Ben c'est ça. Hein? Non, c'est ça. Puis Dieu, ça m'arrache le cœur. Chris Kunitz. C'était Chris Kunitz qui avait scoré. Chris Kunitz qui a tiré genre out of nowhere en prolongation de même, ça se finit de même. Mais écoute, Brady Tkachuk c'est un Américain, hein? Fait qu'il est peut-être pas encore habitué à de voir un peu comment que les partisans canadiens au hockey on est capable de huer comme du monde quand c'est le temps. Mais je regarde aussi DJ Smith. Est-ce qu'on compte les jours? Est-ce que c'est peut-être éventuellement que ça va peut-être arriver? Parce que on savait déjà qu'il n'y aurait pas de l'Est parce que ce n'est pas le gars du propriétaire, c'est pas Michael Andlauer qui l'a engagé. Maintenant, Steve Staios, c'est pas son gars non plus, et ce sera évidemment pas celui qui va le remplacer parce que Steve Staios sera de manière intérimaire. Donc,
DJ Smith, d'après moi, là, ça sent peut-être la fin là, qui s'en vient très bientôt. Puis, on ne le souhaite pas, bien sûr. Mais si d'ici 2-3 semaines, on ne retrouve pas le chemin de la victoire de manière constante, là, soyez pas surpris qu'il y ait un changement de guerre là, du côté des Sénateurs derrière. Je vais même aller plus loin que toi, Pop. DJ Smith, qui n'a jamais été mon favori, je m'en cache pas. Rien contre la personne en tant que telle. Je suis juste pas un fan de l'entraîneur. Moi, je pense que si les Sénateurs ne gagnent pas un match cette semaine, je pense qu'ils ne terminent pas la semaine en tant qu'entraîneur des Sénateurs d'Ottawa. Je pense que ça va être un dossier à surveiller. Mais écoute, moi, ce qui me fait rire aussi, c'est que je repense à la dernière semaine à Ottawa, puis j'imagine juste si toutes les mêmes choses étaient arrivées à Montréal. Imaginez Nick Suzuki qui faisait les mêmes affaires que Reed Ketcher. Imaginez, on se fait enlever un choix de première ronde, Kent Hughes se fait sacrer dehors en une seconde. Avec le nouveau propriétaire, puis Jeff Molson qui s'en va tirer à boulet rouge sur Gary Bettman. Je pense qu'on aurait passé 3 heures de podcast juste sur le Canadien si c'était arrivé. Un spécial Canadien pendant 3 heures, juste pour parler de tout ça, je pense. Un podcast spécial média traditionnel. Oui, évidemment. Une petite balle perdue. Du côté du basketball, les boys, parce que là, il nous reste un petit sport à jaser, là. Finalement, on est arrivé à ça cette semaine, là, le fameux tournoi intra-saison de la NBA. Puis, je veux dire, si c'était pas des courts qui, bon, disons-le, laissaient un petit peu à désirer au niveau de leur design. Je sais pas vite ce que vous en pensiez là, du design. Là. Moi, j'ai un cerveau d'enfant de 5 ans. Quand on parle, moi, je vois des couleurs. Moi, les yeux me vieront comme des 2 piastres. Moi, je suis down. Moi, je veux que ça soit coloré de même. OK, oui, c'est agressant, mais j'irai pas à dire que c'est laid. Shout-out aux Pacers. Je pense surtout aux Pacers qui, avec leur court, était littéralement là. Félix était vêtu, en ce moment, Félix, de son chandail des Rams, la même couleur que le court des Pacers, là. En fait, les Pacers avaient un court couleur Cheerios. Ouais. Non mais tu vois, moi, si je voulais avoir un terrain bleu, j'aurais regardé un match de Boise State dans NCAA, un match de football de Boise State dans NCAA. Je vais pas regarder la NBA déjà que c'est à Boston, je pense, ou à Brooklyn. À Brooklyn, que des fois le terrain change de couleur, on le met gris, je pense. J'aime pas ça. Bleu, même, c'est pas agréable à regarder. J'aime pas ça. J'ai pas un fan des courts. Mais quand même. Le produit, ce n'est pas le court, mais c'est la joute en tant que telle. Puis on a eu droit à beaucoup de joutes quand même. Puis il y en a quelques-unes qui ont porté quand même mon attention là-dedans parmi les... je pense que c'était 7 matchs qui se sont donnés vendredi dernier qui étaient autant des matchs de saison régulière que des matchs d'intra-saison. C'est vraiment plus compliqué comment ça fonctionne là. Mais bref, des matchs qui comptent pour 2 choses différentes, pour faire très simple. La première d'entre elles, on les a mentionnés, mais c'est les Pacers de l'Indiana qui font extrêmement jaser d'eux cette saison parce que c'est une équipe remplie de promesses grâce notamment à Bénédicte Mathurin qui doit prendre le prochain step cette saison. A eu un match un peu plus tranquille contre les Cavaliers vendredi dernier, mais Miles Turner qui a bouffé, Tyrese Haliburton qui continue à prouver qu'il est l'un des meilleurs meneurs dans la NBA contre une équipe des Cavaliers qui autant de points que Donovan Mitchell peut scorer. On semble toujours avoir un petit peu de misère à trouver les matchs. Puis maintenant, avant qu'on passe ailleurs, ce qui fait que maintenant les Cavaliers sont 2-5. Félix, je demande ton opinion vite là-dessus. Est-ce que 2-5, c'est la fiche à laquelle tu t'attendais à ce que les Cavaliers se retrouvent? Moi, les Cavaliers, c'est une équipe qui m'intrigue beaucoup parce que tu regardes, tous les éléments sont là pour que cette équipe-là soit tellement bonne. T'as Darius Garland, t'as Donovan Mitchell, t'as Evan Mobley, t'as Jared Allen. Juste ces 4-là, c'est tellement un quatuor qui est exceptionnel. Puis t'as d'autres bons joueurs de soutien aussi, mais on dirait que ça lève pas. On dirait qu'Evan Mobley est pas capable d'aller chercher le step qu'on a besoin qu'il aille chercher. On dirait que Jared Allen est bon, mais il est pas capable de devenir très bon. Il y a quelque chose qui manque. Il y a quelque chose. J'aime pas. J'aime la construction de l'alignement, mais je pense que plus les jours passent, plus c'est une question de temps avec Donovan Mitchell s'en aille. Je pense qu'il y a quelque chose qui fonctionne pas. Je peux pas mettre le doigt dessus, mais je me demande comment régler la situation. Non, exact. Puis petite correction quand même, c'est ça. Petite correction quand même, Cavaliers qui ne sont pas 2-5, bonne erreur, mais qui sont bel et bien 3 et 4.
La même fiche que les Raptors de Toronto, sur du 100%. J'ai écrit un texte cette semaine qui est passé justement. J'invite quand même à aller voir ma chronique sur Alio 360, Shameless Plug, chronique où je déferle ma frustration sur les Raptors de Toronto. Et puis ça, c'était avant le match contre les Bucks de Milwaukee dans lequel ils ont totalement dominé. Moi, j'ai écrit après ça, je me suis permis de republier mon article après puis de dire hey, vous savez quoi? Moi, mon but, c'est que cet article-là vieillisse comme une pinte de lait. Mais finalement, c'est mon commentaire après qui vieillit comme une pinte de lait parce que calé, ces Raptors sont nuls, sont poches! J'adore Scottie Barnes, mais il n'y a rien à faire. Je veux dire, tu te fais dominer par Joel Embiid. Chris, c'est moi qui pars en pleurant maintenant quand Joel Embiid il me bat. Là. Je veux dire, c'est inconcevable. Là. En tout cas, je reprends ma respiration quand même. On est professionnels ici, les boys. Là. On a du basketball à jaser. Mais un autre match qui... Mais Mio, ça pourrait être pire. Tu pourrais être un partisan des Grizzlies de Memphis en ce moment. Hey, tu me l'as tee-up, c'est un alley-oop que tu m'envoies là parce que c'est exactement là que je m'en vais. Parce qu'on parlait d'une équipe de bums en les Sharks de San Jose. Ben, si mes yeux de daltonien le voient bien, on reste un petit peu dans la même palette de couleurs pour les Grizzlies de Memphis au niveau de la NBA. Présentement, les Grizzlies qui sont 0 et 6 en ce moment. En fait, la seule équipe qui a toujours pas de victoire dans la NBA en ce moment. Ça veut dire à quel point ça fait mal de ne pas avoir Steven Adams et Ja Morant sur l'équipe. Autant que du monde ont donné de la merde à Ja Morant. Puis au-delà de ses actions judiciaires, je veux dire, juste peut-être par son style de jeu, le monde, ils ont donné de la merde. Mais Chris, il gagnait des games de basketball au moins, puis il a amené cette équipe-là à un deuxième seed. Là. Puis, justement, on gagne pas. Puis on est rendu au point que les joueurs, ils pleurent. La dernière fois que j'ai vu un joueur pleurer, mis à part Joel Embiid, c'est Rudy Gobert parce qu'il fait snap pour un All-Star. Ça revient encore à Rudy Gobert, Mio. Ça revient toujours à Rudy Gobert. Faut tout le temps... C'est la carte de bingo à demandeur, on n'a pas le choix. Mais tu vois, je vais y aller avec une analyse un peu plus poussée que Mio qui fait juste bâcher sur celui qui guide la meilleure défensive de la NBA en ce moment. Les Grizzlies, moi je t'avoue que ça fait des années que j'ai des doutes sur ce noyau-là des Grizzlies. Desmond Bane n'est pas si bon que ça. Jaren Jackson Jr. n'est pas si bon que ça. Et tout le reste de cette équipe-là n'est pas si bonne que ça. Et en ce moment, c'est finalement la facture qui arrive. On commence à demander de payer le loyer à la fin du mois. L'absence de Ja Morant qui masquait un peu certaines faiblesses. Derrick Rose, aussi bon a-t-il pu être dans son passé, n'est pas Ja Morant, malheureusement. Cette équipe-là, ça fonctionne pas. Et s'il faut qu'on attende que Ja Morant revienne pour que ça commence à aller mieux, commencer 0-25, bonne chance. On s'en remettra pas. On va gagner d'ici le retour de Ja Morant, mais c'est tellement pénible en ce moment. Ça fonctionne pas, puis il n'y a pas de solution rapide à court terme, à part le retour de Ja Morant. Steven Adams ne reviendra pas. Je sais pas comment régler ce problème-là à Memphis. Un peu comme à Cleveland. Au moins Cleveland, on gagne quelques matchs. Memphis, ça fonctionne pas. Je sais pas si ça passe par un changement d'entraîneur. Je pense pas que Taylor Jenkins est un si mauvais entraîneur que ça. Mais c'est un excellent entraîneur, mais je sais pas, ça prend peut-être un électrochoc ou je sais pas, ça fonctionne juste pas pour les Grizzlies cette année. Que veux-tu? Ça prend Ja Morant. C'est comme si en enlevant le meilleur joueur d'une équipe, l'équipe devenait moins bonne. Les Oilers d'Edmonton. C'est les Oilers d'Edmonton. C'est les Oilers d'Edmonton, j'adore. Meilleur Et en plus, vas-y. Mais... Non, vas-y. Je m'en allais continuer sur ma petite interaction là-dessus, mais tout ça pour dire que les Grizzlies ont perdu contre nul autre que les Trailblazers, dis-je bien, de Portland, qui aussi, eux autres, en ce moment, sont 3-3, bien meilleurs qu'à quoi on s'attendait. Probablement en début de saison, l'une de ces victoires-là, justement, contre les Raptors de Toronto. Et les Blazers, ça, justement, qui prennent surprise dans ce match de tournoi intra-saison. Pour ce qui est de l'horaire des Grizzlies, tant qu'à être sur le sujet, ne s'améliore pas dans les jours à suivre parce que cette semaine, on fait face au Heat de Miami. Et après ça, la semaine prochaine, match contre les Clippers, les Lakers, les Spurs et les Celtics, tous back-to-back. J'ai très hâte de voir comment est-ce que Victor Wembanyama va jouer contre Jaren Jackson, qui, je le répète quand même, a gagné le titre du joueur défensif de l'année pour la saison dernière. Là. C'était pas mérité. Malheureusement. Moi, j'ai surtout hâte de voir James Harden faire 50 points, dropper un 50 nuggets dans une masterclass. Oh, attends, mais ça, on peut prendre ça à double sens, 50 nuggets pour James Harden.
Hein? C'était pas prévu. C'était pas prévu. Mais écoute, moi, il y a quelque chose aussi, les boys, puis je veux vous entendre là-dessus, puis ceux qui nous écoutent, qui sont dans le groupe Facebook aussi, je veux vous entendre aussi là-dessus. Moi, je sais pas pourquoi, mais le tournoi intra-saison de la NBA, on dirait que j'arrive pas à embarquer dedans. Genre, ça reste des matchs de saison régulière, mais on dirait que la NBA a voulu ajouter une valeur à ces matchs-là, puis je la vois pas en ce moment. Peut-être parce que ça arrive... Je pense que le problème, puis j'ai pensé, puis je pense que j'ai trouvé le problème, ça arrive beaucoup trop tôt après le début de la saison. J'ai pas eu le temps de m'investir dans une saison, surtout avec la MLB qui a pris du temps, la NFL qui roule encore, le hockey qui commence. J'ai pas eu le temps de m'investir dans la saison encore. Tu peux pas me mettre un tournoi intra-saison après 2 semaines, surtout pour des implications qui sont assez ordinaires. Genre, ça te donne pas grand chose concrètement. Ouais. C'est comme c'est des matchs de saison régulière un peu améliorés, puis tu sais, je vais vous entendre là-dessus, mais moi il y a quelque chose qui manque, une petite étincelle, puis peut-être que c'est avec l'habitude des années que je vais finir par la trouver, mais je la vois pas. Tu sais, les matchs de Noël par exemple, c'est une tradition que j'adore, puis il y a comme un aspect spécial, puis la semaine des rivaux, j'aime ça aussi, ça offre des affrontements qui sont un peu particuliers, mais on a voulu capitaliser à un moment où c'était plus calme. Mais là, le problème, c'est trop calme. C'est pas un bon moment pour faire ça. C'est trop tôt, il y a rien là. J'aime pas la formule dans son état actuel. Non, mais je vois où tu t'en vas avec ça. D'après moi, je pense que c'est juste parce que c'est nouveau, on n'est pas habitué encore. Puis comme Mio a dit, c'est un peu compliqué des fois à suivre un peu, à moins que tu sois vraiment investi puis que tu sois vraiment concentré là-dessus. Peut-être que si on met ça peut-être au début du mois de janvier, début du mois de février, alors que des équipes se battent encore pour savoir si on est-tu acheteur, on est-tu vendeur à la date limite des transactions. Fait que peut-être d'après moi, on pourrait peut-être repousser, mais je t'entends quand tu dis c'est peut-être un peu trop de bonheur. Mais je pense qu'il y a aussi peut-être un effet que, tu sais, c'est la première fois, on n'est pas habitué, on n'a pas encore ça, on n'a pas ce réflexe-là quand on regarde le calendrier. Fait que d'après moi, c'est juste peut-être la première fois qui fait en sorte que, tu sais, ça a l'air bizarre un peu, mais mais je crois quand même au projet que ça peut améliorer encore des matchs de saison régulière dans un temps un petit peu plus calme de l'année, là. Mais tu parles de fin décembre, début janvier, tu sais, là ça revient encore au même problème de ça va être les séries de la NFL, l'attention médiatique sportive va être ailleurs que la NBA, c'est vraiment la fenêtre qu'ils ont voulu capitaliser, mais ça fonctionne pas. Il y a quelque chose à revoir dans la formule, je pense. Peut-être l'espacer à plusieurs moments sur la saison, je sais pas, mais il y a faire, mettons, le tournoi à la ronde dans le début de saison, laisser passer Noël, les séries, revenir un peu avant le March Madness. Je sais pas, j'essaie de penser, mais il y a quelque chose qui m'accroche en ce moment. J'arrive pas à embarquer dans... Moi, j'ai entendu quelque chose cette semaine, là. Je me rappelle plus c'était qui, mais par rapport à... Le fait que les gagnants, c'est quoi? C'est 500 000 $? Qui remportent. T'sais, pour la majorité de ces joueurs-là, c'est des peanuts. On s'entend. On peut essayer d'aider les équipes, des affaires de même, aider à monter un marché. Mais je pense pas que c'est justement un prix monétaire qui va faire que les joueurs vont peut-être y donner un petit peu plus. Moi, quelque chose que j'ai entendu cette semaine puis que je veux vous lancer un peu comme question là, pour l'équipe qui va l'emporter. On en dit quoi d'une place assurée en éliminatoire? On aime. Oh, j'aimerais ça. La logistique, ça peut amener du chaos. La logistique, on s'en bat. On dit juste l'équipe qui l'emporte a une place en éliminatoire. On aime. Moi, j'aime ça. Donne-moi un enjeu. J'aime ça, mais c'est clair que si on fait ça dans les 3 premières semaines de la saison, là, par exemple, je suis moins dans avec ce concept-là. Peut-être, est-ce que ça peut peut-être passer pour un choix bonus, un choix au repêchage bonus? Peut-être ça peut-tu passer par là, mais... en même temps, j'y pense aussi, mais tu sais, si tu donnes un choix au repêchage, les gars vont se donner corps et âme pour que l'équipe puisse drafter leur remplaçant. Il y a ça aussi qui est un peu drôle, mais je sais pas, la formule est à retravailler. Il y a une idée intéressante de vouloir comme pimper un peu la saison régulière, mais en ce moment, je sais pas, il y a quelque chose qui... Non, c'est ça, tu sais, l'idée est bonne, c'est pas que l'idée est mauvaise, c'est juste...
Mais tu sais, en même temps, c'est la première fois, là. Tu sais, ça sera pas parfait du premier coup. Mais Ouais. tu sais, il y a quelque chose à travailler. C'est ça qui est encourageant. Il y a de quoi au moins à travailler. C'est pas comme si l'idée était mauvaise de A à Z. Il suffit juste de trouver le bon ajustement, peut-être le bon prix, comme Mio le disait, pour que peut-être que les partisans soient là. Puis tu sais, en même temps, si on essaie de trouver une bonne période médiatiquement parlant, ben là, à un moment donné, Mais c'est tellement tough. risque peut-être On de- est tellement... Non, on est c'est tellement ça. Il n'y a surstimulé, pas il y a tant trop de d'options. choses qui se passent. Ouais. Ah non, puis c'est peut-être, je sais pas, peut-être que de le mettre en plusieurs morceaux, le diviser un peu. Je pense qu'il le fait déjà, tu sais, parce que tu sais, la finale est comme le 7 décembre, fait qu'il le fait déjà en petits morceaux. Peut-être que ça passe peut-être pour l'éparpiller un petit peu plus. Là, c'est peut-être là qu'il y aura peut-être de quoi travailler, mais non, mais je crois encore au projet, puis je suis down de voir ce que ça va faire de ce côté-là. Puis la NBA, dans le passé, on regarde, même avec le match des étoiles cette saison, a pas peur de réévaluer, de retravailler un peu les concepts. Cette année, par exemple, dans les dernières années, on avait comme le repêchage des étoiles. Cette année, on revient à la formule Est-Ouest. La NBA a pas peur de retravailler ces concepts-là qui fonctionnent moins bien du premier coup. Je doute pas qu'on va finir par trouver la formule, mais dans l'état actuel des choses, je pense que c'est pas une formule qui va être gagnante pour la Ligue à long terme. Je pense qu'il y a quelque chose, il y a un moyen de l'optimiser plus que ce qu'elle est actuellement. Non, exact. Quand même, pour terminer, ce qui bloque basketball, puis bon, un petit peu l'émission en même temps. Hein? Mais Pop, tu l'avais mentionné un petit peu. James Harden s'en va du côté des Clippers de Los Angeles dans une transaction qu'on attendait tous depuis longtemps. C'était tellement compliqué. Je me rappelle à chaque semaine, il y avait quelque chose de nouveau sur James Harden sur lequel on devait écrire sur Alley-Oop de hop, il se pointe pas au camp. Oh, il se pointe au camp. Ah, il veut aller chez les Clippers. Il fait une déclaration incendiaire dans un média en Chine. Exact. Non, c'était tellement horrible. Puis finalement, Asti, il s'en va aux Clippers de Los Angeles. Ça va rejoindre quand même la maison des retraités des Clippers de Los Angeles. Est-ce qu'on a vraiment confiance en ce noyau-là des Clippers? Avant que je lance là-dessus... Écoute, je suis quelqu'un qui a été déçu par le trio Durant, Irving, Harden à Brooklyn. Ça n'a rien fait. Je verrais pas pourquoi les Clippers feraient quelque chose avec ça. Ça serait une bonne équipe en saison régulière. Mais est-ce que ça va permettre à James Harden et à Russell Westbrook de enfin gagner un championnat? Écoute, mes attentes sont basses. J'ai été déçu dans le passé. Puis, non. Moi, c'est un non. Félix? Harden Westbrook, ça n'a pas fonctionné dans le passé. Kawhi Leonard va être blessé pour la saison d'ici 2 semaines. Puis Paul George, qui se déguise en Way Charlie à Halloween, va disparaître un peu comme Charlie la joke capable de le faire s'écrit dans les livres d'ici les séries. La joke s'écrit tout seul. Ils l'ont envoyé, ils savaient pas à quel point ils cherchaient le trouble. Ils vont finir par le trouver quand Paul George va encore une fois disparaître en série. Aussi pas blessé aussi. Non. Oui, parce qu'il va se blesser lui aussi. Le load management des Clippers est le vrai champion de la NBA à chaque année. J'y crois pas non plus. Je pense que cette équipe-là... Ça, puis l'agent de John Wall aussi. Oui. Cette équipe-là va aller en série. Cette équipe-là ne fera pas beaucoup de chemin en série. Les Clippers, c'est une élimination au 2e tour à chaque année. Et cette année, ça ne fera pas exception. Si on passe au 2e tour, je vais être très choqué pour les Clippers. Yes, merci. Et c'est ce qui met fin d'ailleurs à cet épisode de la Triple Menace, bien sûr, édition du 6 novembre 2023. Quand même à surveiller cette semaine parce que, on vient de le dire, là, il y a tellement de choses qui se passent en ce moment dans le monde du sport, puis là, c'est déjà ça qu'on ait pu... Puis le baseball vient de se finir. Thank God, le baseball vient de finir. C'est une joke. Du côté du football... Pas non seulement de la NFL, mais de la Ligue canadienne. On n'en a pas vraiment parlé pendant l'émission, mais les Alouettes de Montréal qui s'en vont en finale de l'Est contre les Argonauts de Toronto, quand même à mentionner que le vainqueur de ce match ira au match de la Coupe Grey. Donc, on supporte nos Alouettes locaux. Pas peut-être toi un petit peu moins, là, comme à l'autre bout du monde, là, mais bon. Sinon... mais Ben Cahoon, top 3 de mes joueurs préférés, tous sports confondus. Ben Cahoon, c'est mon boy. Fait que shout-out aux Alouettes. Essayez de gagner, ça ferait du bien. Ça ferait du bien un peu au paysage montréalais qui a un peu de succès de même. Fait que, let's go. Sinon, pour ce qui est du football de la NFL, pour de vrai, là, tous les auditeurs qui nous écoutent,
pour vrai, je suis fucking désolé parce que je sais pas, ça doit faire 1 mois là, que je m'excuse à chaque fois là, pour ce qui est des matchs qui s'en viennent cette semaine. Là. Lundi, demain, en fait, pour ce que nous est demain, pour ce que vous est très probablement aujourd'hui, ou peut-être est déjà passé, les Chargers contre les Jets au Monday Night Football, des candidats au Tank Bowl. Là, je vous mets un petit peu la table pour le classement du Tank Bowl qui s'en vient prochainement. Là. Sinon, jeudi, c'est encore pire. Félix, veux-tu bien nous dire qui c'est qui joue jeudi? Mio, c'est possiblement les 2 pires équipes de la NFL qui vont s'affronter jeudi. Quand Al Michaels a eu à promouvoir ce match-là, pendant qu'on écoutait le match Steelers cette semaine, je me suis dit comment il va faire le pauvre homme pour avoir l'air un minimum intéressé par ce qui nous attend. On va avoir le droit au Revenge Game de DJ Moore, alors que les Panthers de la Caroline affronteront les Bears de Chicago dans ce qui s'annonce être un match profondément ennuyant et très sloppy. Je sais pas ça va être le over-under va être à combien. Même si le over-under est à 12, je pense que je vais mettre under. Il n'y a rien qui m'inspire confiance dans aucune de ces 2 attaques-là. Peut-être que Justin Fields va être de retour, rendre un peu de piquant à ce match-là, mais même c'est tellement du piquant qui est pas très épicé. C'est l'équivalent sportif de l'eau pétillante. Soyons honnêtes, c'est ça. Ça passera pas à l'histoire. Honnêtement, si vous avez d'autres plans, regardez le Canadien jeudi soir, regardez autre chose. Ce match-là vaut pas vos 3 précieuses heures que vous allez dépenser. Non, exactement. Sinon, quand même, à venir cette semaine, le Canadien de Montréal, bon, quand même une semaine active. Mardi soir, on joue contre le Lightning de Tampa Bay. Jeudi soir, on se retrouve dans la belle ville de Détroit, Can't Have Shit in Detroit. Alors que samedi soir, c'est un match classique, El Clasico des Canadiens de Montréal et les Bruins de Boston. Sinon, chaque vendredi, cette formule bizarre de la NBA d'un tournoi intra-saison continue de plus belle. Donc, on est toujours en phase de groupe, ce qui fait que on peut compter ça un peu comme une première ronde, c'est un format différent. Et c'est bien ça. Sinon, comme toujours, vous pouvez nous suivre sur Facebook et bien sûr rejoindre le groupe des super fans des Tigers de Guangdong, interagir avec nous et nous laisser savoir, comme on dit en début d'émission, si le format d'une diffusion en direct sur Twitch pendant des bowls, la triple menace est quelque chose qui vous intéresse. Quand même aussi nous suivre sur Instagram et quand même grande annonce parce que Monsieur Félix Forget doit quand même se bâtir un petit peu de comment on pourrait dire ça? Ouais, de branding de marque, parce que, petite anecdote, Félix était pas loin de se faire bannir son compte Twitter parce que Twitter pensait qu'il était un bot pour peut-être une vingtaine d'abonnés pour 1100 abonnements. Là. Donc, non, c'est ça. Allez suivre Félix sur Twitter si vous voulez interagir avec lui. Puis dites-lui que Mio l'a envoyé pour parler contre Rudy Gobert parce que ça ferait entièrement mon bonheur. Sinon, on se donne rendez-vous à la semaine prochaine. Et ciao, ciao! Le podcast La Triple Menace. Disponible sur Spotify, YouTube, Google Podcast et Apple Podcast.